juste. Alors, soyez le bienvenu. Soyez le bienvenue dans cette action organisée par CRI Voix des victimes sous l'égide de la coordination islamique suisse et KIOS en partenariat avec la Fondation culturelle et islamique Ahl Bayt Fika et Institut Kalima en ligne et cabinet Boumedienne pour consultation spirituelle et la plateforme associative ILEF, c'est une plateforme spécialisée en lutte et prévention contre la radicalisation. Comme vous savez, nous avons commencé d'organiser plusieurs ateliers qui touchent de près ou de loin le sujet de radicalisation et terrorisme. Lorsqu'on a posté ce projet avec Dr Baptiste Bodart, notre frère Yahya, il y avait beaucoup de monde qui ont posé la question, mais pourquoi vous évoquez ce sujet puisqu'on n'a pas ce problème avec la radicalisation dans le milieu carcéral en Suisse. Je pense que la règle, le clé de voûte de lutte et prévention contre la radicalisation, c'est l'imprévisible. On ne peut pas prévoir un mode opératoire de façon préalable pour un risque terroriste. Il y avait des histoires comme Khalkhal, etc. en France, et c'est bien d'évoquer ce sujet pour mettre quelques outils de prévention et de lutte contre la possibilité de radicalisation dans le milieu carcéral, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail aussi en Suisse dans le milieu carcéral, la vérité. Hein. Il y a des prêches données par des prêches, etc. Mais au niveau d'accompagnement, au niveau de lutte, détection, il n'y a pas beaucoup de travail. C'est pour cela qu'on a l'honneur et l'avantage d'évoquer ce sujet. Notre atelier aujourd'hui tombe juste après la votation des mesures policières, les mesures policières. Personnellement, j'exprime ma déception. Je pense que ces mesures, cette initiative va approfondir l'islamophobie, va viser les musulmans, puisque les musulmans sont le noyau le plus faible au niveau structurel, au niveau de la représentativité politique, etc. Et j'appelle tous les frères et sœurs pour plus de restructuration, pour lutter contre la possibilité, l'éventualité d'islamophobie de l'État. Parce que maintenant, en Europe, on voit à l'Autriche, ailleurs, etc., il y a des tentatives d'officialisation des protocoles étatiques de l'islamophobie, malheureusement. Et je pense que ces mesures, ces initiatives ne peuvent pas aider à lutter contre la prévention, contre le terrorisme. Ce qui aide, c'est le partenariat avec la communauté musulmane, c'est la protection de l'islam, parce que l'islam, c'est une religion de paix, de dialogue et de tolérance. C'est la protection de l'islam, c'est le partenariat avec les musulmans et de trouver des outils de dialogue et de partenariat. Avant de céder la parole à notre président, Dr Farhat Afshahar, j'aimerais bien remercier Dr Baptiste Bodart pour sa disponibilité, et tout en sachant que Dr Baptiste Bodart, il est le conseiller et il est docteur d'abord en sciences de religion à l'université de Fribourg. Il donne des conférences, il a des programmes de partenariat avec beaucoup des universités en Afrique, en Amérique latine. Il est actif dans lutte et prévention contre la radicalisation et terrorisme. Il est aussi le conseiller de la coordination des organisations islamiques suisses. Je donne la parole à Dr Farhat Afshahar, le président de KIOS. Merci beaucoup. Chères mesdames, chers messieurs, chers amis, à l'occasion de cette conférence, au nom de la coordination des organisations islamiques suisses, je tiens à exprimer
pour les citoyens musulmans en général et ceux et celles que nous tous représentons ici, l'importance absolue de continuer à poursuivre notre travail de sensibilisation des musulmans contre la radicalisation islamique. Malheureusement, le vote sur la loi antiterroriste a été adopté. Cela renforce le préjugé général contre les musulmans. Nous demeurons et continuons notre devoir à défendre et accompagner les citoyens musulmans suisses par non seulement le suivi de près des conséquences de cette votation, mais également d'être à leur côté pour toutes les questions qui vont se poser a posteriori. Surtout, nous veillons à la mise en place actuelle de la plateforme ILF. Cette plateforme nationale est dédiée à la surveillance, à l'accompagnement, au conseil et à l'information à l'égard du phénomène de radicalisation, de haine ou de violence à caractère musulman. Notre tâche consiste d'une part à inviter tous les musulmans à se unir au sein de Chios et à défendre ensemble le droit de notre minorité islamique. D'autre part, nous devons nous efforcer d'obtenir la confiance de la population pour une coopération intensive. Une minorité religieuse a besoin de la protection de la majorité contre les préjugés. Mes chers, je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas que vous pouvez compter nous. Je vous prie de partager avec nous votre réflexion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Farhat Afshahar. Avant de céder la parole à notre ami M. Maurice Hussein de la Fondation culturelle islamique de Lausanne, j'aimerais bien souhaiter le bienvenu à Mme Nader Haj, qui est écrivaine et connue. Alors, la parole c'est à toi, Maurice. Je pense que vous êtes déçu suite à la votation. Est-ce que vous pensez que notre action, malgré cette atmosphère de sous-estimation, d'accusation des musulmans, de pouvoir discriminatoire, arbitraire sur le compte des musulmans, ça a du sens ou non? Oui, merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci, mon frère. Oui, je pense que tous les musulmans et tous ceux qui accordent de l'importance à nos valeurs fondamentales de la démocratie en Suisse, que ce soit les valeurs de liberté, de présomption d'innocence, ou bien même les lois, les valeurs qui protègent les enfants, parce qu'il faut rappeler que cette loi s'applique aux enfants dès l'âge de 12 ans, seront déçus par le résultat de cette votation. Une loi qui était même reprochée par Amnesty International pour aller trop loin dans la violation des droits de l'homme. Et malheureusement, on a déjà des exemples. J'avais mentionné lors d'une colloque précédente la loi Prevent en Angleterre, au Royaume-Uni, qui a été implémentée quelques années en arrière. Et j'étais encore en train de consulter sur la page du Islamic Human Rights Commission qui ont beaucoup fait campagne contre cette loi, certaines anecdotes et des expériences par rapport à cette loi. Donc, on voit déjà dans un pays qui est démocratique, le Royaume-Uni, qui a les mêmes valeurs que nous, de liberté, de présomption d'innocence, etc. Et ben, on voit déjà des dérapages. Il y a, je peux citer quelques exemples, parce que je regardais récemment sur la page de IHRC, comme je l'ai mentionné, un enfant qui a porté un t-shirt avec l'inscription « Je voudrais être comme Abu Bakr al-Siddiq ». Il a été dénoncé par sa maîtresse
pour être radicalisé. Un autre étudiant qui faisait des recherches sur le terrorisme dans le cadre de ses études universitaires, il a aussi été appréhendé par la police et mis en détention préventive pendant plusieurs jours. Et son professeur, qui était le chef du département et qui s'occupait justement des sujets qui touchent le terrorisme à l'université, heureusement, avait été outré. Il a publié des articles, il a contacté des journalistes. Et c'est quand même plusieurs jours où cet étudiant a été mis en détention préventive. Et d'ailleurs, la moitié des cas en Angleterre de dénonciation jusqu'à présent sont pour des enfants dans le cadre scolaire. Un enfant qui cherche sur Internet des mots comme calife ou des choses comme ça, ça alerte les enseignantes qui peuvent ensuite décider que cet enfant a été radicalisé et qu'il faut le dénoncer. Donc, je ne dis pas que la Suisse et qu'on aura les mêmes expériences ici, je ne le souhaite pas, qu'on aura les mêmes dérapages, mais on peut déjà constater, donc c'est une nouvelle qui est tombée aujourd'hui, donc 2 personnes qui sont soupçonnées de vouloir rejoindre des organisations terroristes. Ils ont reçu des peines de 3 ans, donc on parle de peines très sévères pour faire un exemple Donc, je dirais que c'est un début qui est inquiétant quand même par rapport à cette nouvelle loi. Et ce qui est particulièrement dommage, c'est qu'on passe à côté du vrai problème, la vraie question que tout le monde devrait être en train de se poser, surtout les autorités, c'est pourquoi dans un pays qui est libre, où il y a la démocratie, où il y a la stabilité, où il y a la paix, il y a la tolérance, c'est une société qui est juste, qui a un système judiciaire qui fonctionne. Comment dans une telle société on peut retrouver des gens qui sont attirés par quelque chose d'aussi machiavélique, d'aussi moche que des organisations terroristes telles que Daesh? Et ça inclut pas que les personnes qui sont d'origine musulmane, mais y compris des gens qui se sont convertis à l'islam, donc qui ont ici vécu dans un environnement, qui sont nés ici et qui ont vécu dans un environnement purement suisse, que ce soit au niveau social, au niveau de leur famille, de l'environnement dans leur maison, dans l'école. Ils se radicalisent et ils choisissent de partir en Syrie, par exemple, pour rejoindre une organisation terroriste. Ça, c'est la vraie question. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Et je vois très peu d'efforts qui sont faits pour répondre à cette question. Et moi, je proposerais 2 choses. C'est, premièrement, s'il y a un vrai problème d'intégration dans la société de certaines personnes qui n'arrivent pas à s'intégrer. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement les gens qui sont d'origine musulmane, d'une autre culture d'origine. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a parmi ces gens qui sont mal intégrés dans la société, un sentiment d'injustice, alors que ce soit réel ou perçu, mais il y a un sentiment d'injustice et il faut qu'on se penche sur cet aspect-là, de pourquoi ils ont ce sentiment d'injustice perçu ou réel. Les autorités, comme ça a déjà été mentionné par notre frère Abdul Jalil, auraient eu meilleur temps de travailler avec des organisations telles que le KIOS, telles que CRI Voix des Victimes, telles que FICA, pour aider à identifier les problèmes réels de radicalisation, mais aussi les problèmes réels ou perçus des musulmans, au lieu de mettre en place des lois pour, encore une fois, les stigmatiser. Merci beaucoup. Le BABA, pardon, je continue. Oui, non. J'en ai encore juste quelques minutes. Le BABA
de la diversité. Ici, il s'agit bien d'intégrer dans la société des gens de culture et de croyances et d'ethnies différentes. Donc, on parle de diversité. Le b.a.-ba, quand on suit les cours de diversité, c'est que si on veut une diversité dans une société, il faut mettre en place des mesures pour accommoder cette diversité. Et on est en train de prendre la voie contraire, on est en train de mettre en place des mesures pour stigmatiser une population qui est déjà beaucoup sous pression et qui se sent déjà visés par différentes lois, que ce soit la loi contre les minarets, la loi contre le hijab, la loi contre le niqab, etc. etc. Donc, je conclus juste que j'attends avec beaucoup d'intérêt les autres intervenants sur ce sujet d'incarcération aussi. Ça me fait penser à l'histoire de Malcolm X, qui lui aussi avait été incarcéré. Et cette incarcération, c'est peut-être pas la règle générale, mais en tout cas, dans son cas, ça l'avait dans un premier temps, on peut dire, radicalisé, parce qu'il a rejoint le Nation of Islam, qui était quand même, j'appellerais ça une secte très radicale, avec des pensées très, je veux dire, Black Power. Donc, pour eux, c'était la dominance de Noirs. Ils croyaient à la ségrégation des Noirs et des Blancs, et non pas à l'intégration. Mais c'est un chemin aussi qui l'a amené petit à petit vers l'islam, et qui par la suite lui a permis de mener un combat avec une idéologie modérée pour plus de justice dans la société américaine, et qui est décédé en tant que, pour moi, en tant que martyr dans cette épreuve et dans ce combat. Donc, je termine avec ça et j'écoute avec beaucoup. impatience les autres intervenants. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais bien souhaiter le bienvenu à Madame l'ambassadrice représentante du Congrès islamique à Genève, Monsieur Saladin Chouaibi, vice-président de la Chambre économique internationale. J'aimerais bien ajouter quelque chose avant de céder la parole, une modération à professeur Ben Yahya. Je pense que il faut poser la question à propos de modèle d'intégration, parce que un cours de français ne suffit pas pour intégrer les gens. Il y a beaucoup de marginalisation, il y a beaucoup de sous-estimation. Par exemple, je vous donne un chiffre, 10 milliers des réfugiés, par exemple, sont en chômage parce qu'ils sont confrontés à la sous-estimation des acquis professionnels, etc. Je pense que ce modèle de cours de français, de cours de langue archaïque est dépassé, et surtout lorsque je vois les modèles d'intégration sur le canton de Vaud, comment on donne les subventions sur la base de clientélisme et camaraderie, il y a la sous-estimation des compétences étrangères, il y a ce principe qui parfois ils nous disent l'égalité des chances, etc. La réalité est complètement différente. Il y a la camaraderie, le clientélisme, etc. Par exemple, une femme, une enseignante d'origine musulmane est sous-estimée par rapport à une autre, malgré la qualification de l'autre, hein, malgré la qualification supérieure de l'enseignante islamique, mais il est sous-estimé parce qu'il s'appelle Fatima, etc. C'est une réalité, il faut le dire, pour corriger, pour s'adapter, parce qu'on aime ce pays. Alors, je cède parole à notre ami professeur Ben Yahya pour modérer la séance avec Dr Brodart. Oui. Oui, le micro est ouvert, professeur Ben. Oui. Oui, professeur Dahri, merci infiniment. Alors, je remercie bien sûr le directeur de l'AFICA qui a pris la parole, qui a soulevé quand même pas mal de problématiques, pas mal de questions très intéressantes, voire des points concernant, si vous voulez, l'après-MPT.
Mais avant, peut-être très rapidement, docteur Brodard, avant de vous passer la parole, et d'aborder, si vous voulez, foncièrement cette question de la radicalisation et de l'extrémisme dans le milieu carcéral, il faudrait peut-être soulever la question qui est centrale aussi à votre thèse. Je rappelle, vous êtes auteur d'une thèse assez fournie, fondamentale, dans laquelle nous avons quand même de la matière, du terrain. Vous avez consacré plusieurs années à enquêter au niveau national suisse et au niveau de l'Europe, l'action sociale musulmane en Suisse, mais enfin, par extension, l'Europe aussi. Prenez même des modèles parfois aux États-Unis, c'est très important aussi. Donc, vous avez fait, si vous voulez, ce travail le pluriel dans le contexte européen par rapport à l'action sociale musulmane. Et juste pour pouvoir faire le pont entre les deux, selon vous, et comme ça vous aurez l'occasion aussi peut-être de revenir sur les points qui ont été évoqués par Dr Dahri et le directeur de l'AFICA, M. Mourith, quel serait, selon vous, Dr Brodard, le point d'union entre la thématique de la radicalisation, le phénomène de la radicalisation sociologiquement parlant, et l'identité plurielle, voire l'identité culturelle plurielle dans le contexte suisse de manière particulière et de manière générale en Europe, vu qu'on va certainement, vous avez relevé que parfois on a des points communs aussi en Europe voisine à la Suisse. À vous la parole, cher docteur. Merci, docteur Monsieur Ben Yahya. Merci aux organisateurs. Bonsoir, mesdames, messieurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous et sur vous toutes. Je suis très heureux d'être ce soir présent et je remercie les différents intervenants pour les introductions très pertinentes sur ce sujet. Et pour moi, 2 points avant votre question, Monsieur Ben Yahya, ont été relevés. Le premier point est que certains se posent la question de la pertinence d'une telle intervention, soutenant peut-être qu'il n'y a pas de problème réel de radicalisation, entre guillemets, ou d'extrémisme violent en lien avec l'islam dans les prisons suisses, ce qui, à mon avis, est faux, d'autant plus quand on parle de prévention. Qui dit prévention dit agir en amont et avant que les choses soient trop graves, puisqu'on a encore le pouvoir, on espère, d'agir positivement. Mais ensuite, vous avez tous évoqué un point très important par rapport à la nouvelle loi, malheureusement, qui a été votée. Et ceci est la réponse de l'État par rapport aux problématiques d'extrémisme violent qui semble prendre certaines mesures de son côté sans consulter les organisations ou les acteurs qui auraient quelque chose à dire à ce côté-là. Peut-être j'aimerais juste commencer par une anecdote très personnelle, et je n'avais pas prévu de le faire, mais ça va dans le sens de la loi. Donc moi-même, j'ai été suspecté par l'État suisse avec des groupes différents, donc c'est un peu une histoire complexe, entre 2013 et 2016, d'avoir été affilié à des groupes djihadistes terroristes. Ensuite, on a reconnu que c'était une erreur. Donc, que j'ai été complètement blanchi. Le problème, le mal est fait, oui, vu que mon dossier a été transmis dans d'autres pays, y compris aux États-Unis, qui ont des politiques beaucoup plus sévères en matière d'immigration, en matière de visite. À cause de cette décision de l'État suisse, je ne peux pas aller aujourd'hui aux États-Unis, encore. C'est une injustice qui n'est pas reconnue parce que ces genres de traitement d'affaires terroristes, et d'autant plus avec la nouvelle loi, bénéficient d'un régime spécial et spécifique dans lequel la victime probable d'une injustice judiciaire n'a pas beaucoup d'occasion de se défendre. Donc, je pense à ça aujourd'hui en m'inquiétant des applications des nouvelles lois, comme l'a fait notre collègue du centre Ahlul Bayt. Et je pense que c'est un point peut-être qu'on pourrait revenir sur la discussion collective qui est particulièrement inquiétant pour nous, d'autant plus pour les personnes engagées dans des organisations musulmanes. Et aujourd'hui, je vous parle d'Afrique du Sud, je vous parle de Cape Town, la ville du Cap, où la communauté musulmane est minoritaire, elle est seulement de 6 à 7%, mais bénéficie d'une intégration très forte et de droits très importants.
Cela remonte au combat contre l'apartheid et au président Nelson Mandela, qui avait pour assistants et pour proches des musulmans qui ont été directement incorporés au gouvernement. Donc en Afrique du Sud, aujourd'hui, on a une population musulmane dans le pays, pas Cape Town, mais dans le pays, de 2% seulement, avec une marge de manœuvre, une liberté, une reconnaissance et une intégration très spectaculaire, tant au niveau politique, économique, qui pose un contraste impressionnant avec ce qu'on voit en Europe. Donc c'est un cas qui pousse à réfléchir aussi sur peut-être d'autres manières de voir les choses. Mais peut-être laissez-moi commencer directement mon sujet pour pas trop m'attarder sur des digressions. Et tout d'abord, j'aimerais préciser ma présentation. La radicalisation violente ou l'extrémisme violent en lien avec l'islam est un réel problème, non seulement en France, mais également en Suisse, non seulement en prison, mais aussi dans la société. Ce qui se passe en prison est le reflet de ce qui se passe à l'extérieur. Mais la prison condense les problématiques d'exclusion. C'est l'espace d'exclusion par excellence. Donc il y a ici une dimension plus radicale par essence au niveau social et politique, d'où un danger et un risque de montrer plus de cas violents avérés et plus de risques en matière d'extrémisme violent. Mais on doit garder en tête que ce qu'on parle quand on parle du monde carcéral, on ne peut pas l'isoler de la société puisque les personnes sont issues de cette société et les détenus vont être retournés pour la plupart dans la société. Donc, il y a un besoin de considérer la problématique générale de l'extrémisme violent dans la société et non seulement dans le domaine carcéral. Mais pour cette présentation, on va essayer de creuser plus particulièrement ce qui se passe en prison avec des exemples concrets. Et la limite de cette présentation, tout d'abord, est liée au contexte géographique. Parce que si on parle de Suisse romande, déjà on est dans un cadre contextuel différent de la Suisse allemande, avec des dynamiques diverses, différentes qui ne peuvent pas être comparées toujours. D'autant plus si on parle d'autres pays européens, on a l'exemple de la France voisine qui est intéressant pour nous parce que aussi en matière de détenus, on a un grand nombre de personnes détenues en Suisse romande qui viennent de France. Donc, c'est un cas à prendre en considération. Mais on peut aussi se référer à ce qui se passe au-delà dans le contexte anglo-saxon, aux États-Unis, en Angleterre, comme piste de réflexion, tout en reconnaissant que le contexte est divers. Donc, ici, le contexte, il est très important en termes de lieu, mais aussi en termes d'époque, parce que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas la même chose que ce qui se passait il y a une dizaine d'années. Et la problématique centrale que j'aimerais amener dans cette présentation porte sur l'évolution des perceptions et des comportements des détenus musulmans dans le contexte d'Europe occidentale, donc de la Suisse en particulier, mais vraiment de l'évolution sur une dizaine d'années. Parce que pour moi, la problématique centrale est qu'on est passé d'un islam en prison perçu comme un vecteur de valeurs positives, d'intégration, ou au moins comme une pratique cultuelle, religieuse qui n'était pas un problème, il y a une dizaine d'années, à une idée d'un islam vecteur de violence, vecteur de risque et d'insécurité pour l'État. Donc ici, on voit qu'il y a un tournant très important et j'aimerais élaborer ce tournant, ce shift, comme on dit en anglais, dans cette présentation. Et ce tournant correspond surtout à la fin de ce qu'on appelle le printemps arabe et surtout l'affirmation du califat, du soi-disant califat autoproclamé par Daesh en 2014. Pour moi, c'est vraiment cette période qui a créé un changement fort dans les perceptions, surtout institutionnelles, mais aussi populaires, médiatiques et politiques, en Suisse, mais aussi en France. Et c'est très important de revenir un peu en arrière dans l'histoire pour comprendre que ça n'a pas toujours été comme ça, que l'islam en prison n'a pas toujours été vu comme un risque ou comme un danger pour la société. Donc aujourd'hui, on est dans une société, malgré ce que certains pensent avec le propos de M. Abdel Jalil, qui a reçu certains commentaires comme quoi le thème ne serait pas pertinent parce qu'il n'y aurait pas d'extrémisme violent en Suisse. On est dans une société qui considère l'extrémisme violent en lien avec l'islam comme un thème particulièrement important, comme un danger public et comme une priorité nationale. On le voit très bien dans les débats politiques, on le voit très bien dans les médias. Donc, indépendamment du fait qu'il y a eu des attentats ou pas, qu'il y a des risques avérés ou pas,
on est dans un imaginaire collectif qui fait le lien entre islam et terrorisme, et d'autant plus détenus musulmans et terroristes. Donc, il est très important de comprendre cette évolution et les enjeux. Avant d'aborder le thème, j'aimerais un peu me situer ma recherche pour montrer de quel point de vue je vais dire les propos suivants. Tout d'abord, aujourd'hui, je suis professeur assistant en Afrique du Sud dans un institut islamique supérieur, donc dans un genre d'université. J'enseigne à des imams et des cadres musulmans des domaines liés à la sociologie, mais aussi aux sciences islamiques. Donc, je précise cela pour les personnes qui portent discrédit. Aujourd'hui, en Europe, tout le monde est devenu expert de l'islam. Je parle notamment de personnes non musulmanes qui ont un avis théologique sur des questions compliquées et qui discréditent une certaine légitimité que d'autres peuvent avoir. Donc, je pense que aussi là, on doit recadrer certaines choses parce qu'on est facilement accusé de manquer de légitimité ou de manquer d'objectivité quand on traite ces sujets, qui sont quand même sanctionnés par un parcours universitaire, etc. Mais surtout, j'ai passé quelques années à observer le monde carcéral. D'abord, ma première expérience de travail social en prison était dans le canton de Fribourg en 2012. Ensuite, j'étais hors de la Suisse. J'ai travaillé en Algérie pour les Nations Unies dans la réhabilitation, la réinsertion des détenus en 2014. Je suis revenu en Suisse pour travailler à l'État de Genève dans le travail social en prison à Chandolon, puis à la Brenna en 2015 et en 2016, donc pour une période de 2 ans. Donc, ce sont mes 3 expériences carcérales en Suisse en tant que travailleur social, avec beaucoup d'entretiens, surtout avec des personnes musulmanes, qui m'ont permis aussi d'apprécier ce changement d'époque. Mais parallèlement, j'ai mené beaucoup d'entretiens avec des ex-détenus musulmans aux États-Unis et je me base beaucoup aussi sur ces recherches empiriques, qualitatives, en ayant suivi une trentaine de personnes qui étaient incarcérées, qui ont connu l'islam souvent derrière les barreaux aux États-Unis et qui sont sortis. Je fais la même chose pour le contexte de la France et j'ai une expérience également dans le monde carcéral en tant que visiteur d'établissements en Algérie et en Colombie, et une expérience personnelle en tant que détenu au Liban, et également pour une affaire liée à une suspicion de terrorisme, encore une fois, qui n'est pas sans lien avec ce qui m'est arrivé en Suisse. Donc ma réflexion analytique est basée vraiment sur ces bases empiriques, des observations et des entretiens concrets qui me permettent de développer des points à discuter qui sont peut-être critiquables, mais qui viennent d'un matériau concret d'observation, d'expérience et de réflexion sur une dizaine d'années. J'en viens maintenant à mon premier point. Je vais développer quelques points. Je vais essayer de ne pas être trop long non plus. Mais tout d'abord, j'aimerais dire que la prison est un espace de radicalisation, par définition presque. La prison concentre l'exclusion de la société. C'est un espace qui recoupe les franges les plus marginalisées, les plus affaiblies par leur parcours de vie et les plus délinquantes aussi d'une société donnée. Donc, quand on parle de radicalisation et de prison, les 2 termes vont de pair. Mais ici, on n'entend pas radicalisation au sens de la religion, on entend radicalisation au sens social et politique. Quand on parle de radicalisation, on voit aussi qu'une bonne partie des personnes incarcérées viennent de quartiers populaires, souvent paupérisés. Si j'ai l'exemple de la France voisine, je vivais en banlieue parisienne entre les années 2004 et 2009. Et à cette époque, il y avait une radicalisation sociale et politique, je précise, qui n'était pas du tout en lien avec l'islam, mais qui était une vraie radicalisation. Par exemple, certaines personnes brûlaient des bus. Certaines personnes attaquaient la police. Il y avait une culture de la délinquance, une culture du crime, et spécialement à cette époque, qui était un mélange de radicalisation sociale avec un message politique d'opposition à l'État. Les personnes, les voisins ou les personnes concernées étaient souvent d'origine de familles musulmanes, mais pour des raisons purement sociologiques. L'islam ne jouait aucun rôle dans leur radicalisation sociale,
et politique à cette époque. Et il est très important de le rappeler parce que cela ne fait pas si longtemps. On parle de 15 années, de 10 années en arrière. Maintenant, mon deuxième point, c'est que dans ce contexte particulier, l'islam existait aussi et était un frein à cette radicalisation sociale et politique. L'islam, elle était l'antidote au crime, l'antidote à la délinquance dans les quartiers populaires français. Et une personne qui commençait à pratiquer l'islam était vue comme une personne qui allait arrêter la délinquance, qui allait quitter les cycles de la violence et qui allait être un bon citoyen. Cet imaginaire était très fort et il est important, à mon avis, de le rappeler aujourd'hui, à une époque où on associe islam et terrorisme. Alors qu'à cette époque, l'islam était le frein et l'antidote et la solution à la radicalisation, comme on le voit bien dans l'expérience vécue de très nombreuses personnes, dans des analyses sociologiques également, mais aussi dans un documentaire récent. J'aimerais citer le documentaire Quartier impopulaire qui a été tourné à Toulouse, qui montre, qu'interview des jeunes, plus vraiment des jeunes finalement, des personnes qui sont de ma génération, qui affirment que l'islam, pour eux, a été la cause du fait qu'ils sont restés calmes. Une personne un peu virulente dans le film documentaire dit que sans l'islam, Toulouse serait Chicago. Ce sont ces termes. Il dit que c'est grâce à l'islam, la France devrait dire merci à l'islam parce que c'est grâce à cette religion que nous, en tant que jeunes, ayant vécu des parcours familiaux, sociaux compliqués dans ces quartiers populaires, c'est grâce à cette foi qu'on arrive à se tenir tranquille, à patienter, à vouloir le bien pour les autres. Donc, c'est un point très important à rappeler qui n'est pratiquement jamais évoqué dans les discours politiques et médiatiques aujourd'hui. Deuxième point, on va aller plus loin parce qu'un exemple très important, très intéressant, nous vient des États-Unis. Aux États-Unis, on a une population souvent très importante de convertis à l'islam dans les prisons. Certaines prisons comptent 20% environ de personnes converties à l'islam, ce qui est énorme, 1 sur 5. Par contre, en fonction des États américains, en fonction des prisons, les musulmans ont beaucoup de liberté de pratique. Donc, par exemple, il est tout à fait normal de se regrouper pour faire les 5 prières quotidiennes, d'avoir des accès à des cours, d'avoir un imam qui vient pour délivrer le prêche du vendredi et d'avoir toute une série de facilités pour la pratique. Pourquoi? Parce que les administrations pénitentiaires, même dans un grand nombre de cas, voient l'islam d'un bon œil et voient l'islam comme un facteur de désistance, comme on dit dans le jargon carcéral, c'est-à-dire de sortie de la délinquance. Donc l'islam est une solution d'accalmie, d'apaisement à ce niveau-là et de sortie de la délinquance qui est reconnue non seulement par les musulmans, mais aussi par des personnes qui ne sont pas musulmanes. Par exemple, il y a eu un reportage d'une journaliste non musulmane à CNN, l'islam dans les prisons américaines. Islam in America's Prison, This is Life, CNN. Il y a 4 ans, en 2017. Elle conclut par le fait de dire que beaucoup d'Américains ont peur de l'islam, mais à travers son enquête dans les prisons, elle a réalisé que l'islam a un pouvoir très grand dans la transformation des vies dans le bon sens. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qu'elle a rencontrées, grâce à l'islam, sont sorties du crime et de la violence. Et il y a toute une série de productions documentaires américaines qui montre cela avec le dernier film qui a eu un grand succès, The Honest Struggle, qui montre une personne incarcérée pendant 30 ans, convertie à l'islam, qui sort finalement de prison et comment il arrive, grâce à sa foi, à ne pas retourner dans le crime. Donc ici, l'islam est présenté dans ce contexte américain comme un facteur de réhabilitation, surtout dans le contexte carcéral, un frein à la violence, un frein à la délinquance. Maintenant, revenons en Suisse. J'aimerais montrer qu'il y a eu un tournant important entre 2012, selon moi, et 2015. C'est une période de 3 ans uniquement, mais elle remonte aussi à mes expériences personnelles. Donc, première expérience de 2012 en tant qu'intervenant social à la prison de Bellechasse. J'ai suivi une centaine de détenus sur plusieurs mois et je n'ai jamais vu de référence à des groupes dits djihadistes, Al-Qaïda ou Daesh, etc. L'islam des détenus qui pratiquaient était vécu de manière pacifique,
Et les collaborateurs n'exprimaient pratiquement aucun intérêt pour la thématique. L'histoire était plutôt d'organiser le ramadan dans les meilleures conditions et d'avoir des réponses très pragmatiques à des modalités d'organisation. Donc à cette époque, 2012, dans une prison fribourgeoise, l'islam n'était pas vu comme un problème. Malgré tout, il y avait parfois certains commentaires de personnes professionnelles au sein de l'établissement carcéral qui soulevaient le fait qu'il fallait avoir l'imam à l'œil. Il disait, il y a un imam qui vient ici, il faut quand même qu'on le surveille, on ne sait pas s'il fait du prosélytisme, par exemple, il pourrait dire à des détenus de faire la prière. Donc il y avait cette suspicion teintée d'une certaine islamophobie qu'on voyait déjà à l'époque, malgré que l'islam n'était pas vu comme un problème à cette époque. Ensuite, on fait un saut en 2015. J'étais absent de la Suisse à cette période. Je reviens en 2015 et je travaille à Chandon, la plus grande prison du pays, qui compte plus de 50% de musulmans. Et l'année 2015 est l'année des attentats de Charlie Hebdo en janvier et du 13 novembre à Paris qui ont fait plusieurs centaines de morts. Donc ici, à cette époque, la radicalisation liée à l'islam, comme il l'appelle, ou l'extrémisme violent, était au cœur de toutes les discussions des travailleurs sociaux, des psychologues, voire du service médical. On était vraiment dans une sorte de peur, d'évaluation des risques, et on parlait de déradicalisation, et l'institution commençait à organiser des formations de sensibilisation pour les professionnels. Donc c'est devenu un thème mobilisé très central, très important. Pourtant, il n'y avait pas de cas avéré en tant que tel dans la prison à cette époque, mais on a commencé à en faire un cas à cause des discours médiatiques, à cause de l'actualité qui a vu des départs pour la Syrie et à cause de certains propos politiques. Donc, dans la prison, le terrorisme est devenu un phénomène important, pourtant il n'y avait pas de cas concret. Et à mon avis, en tant qu'observateur, j'ai pu voir que cela a provoqué une certaine mode, et je parle bien de mode. Certains détenus, sur un mode de provocation, ont commencé à dire que si ça continue comme ça, moi je vais partir en Syrie, par exemple. Si l'État ne fait rien pour moi, moi je vais rejoindre Daesh. Et c'est devenu une sorte de revendication, une sorte de menace. Attention, on peut se radicaliser. Et à la même période, on a vu une série de provocations dans cette prison et dans d'autres, surtout en France, mais là on est dans le canton de Genève aussi, où, par exemple, à la suite d'attentats, on a pu entendre des cris, des applaudissements et des réjouissances de la part de certains détenus. Malheureusement, ces faits sont interprétés très directement comme des cas de radicalisation. Mais il est beaucoup plus complexe que cela, parce qu'à la même époque, je parle de l'année suivante, en 2016, une visite dans la prison voisine de la Brenna m'a fait voir qu'il y avait beaucoup de tags, de graffitis. D'ailleurs, j'étais étonné à l'époque. Les tags disaient, par exemple, Vive Oussama Ben Laden. C'était aussi écrit Daesh en arabe, État islamique, Allahu Akbar, etc. C'était des tags qu'on trouvait sur les murs des parties communes de la prison qui m'ont un peu étonné vu que je connaissais la plupart des détenus et que je discutais souvent avec eux. Mon analyse rapide, parce que je ne peux pas m'éterniser ce soir sur ces points, mais mon analyse est que cela, dans le contexte genevois, se réfère avant tout à une certaine mode doublée d'une provocation. L'idée ici est d'entrer dans la provocation, l'islamisme radical, entre guillemets, représentant le vecteur d'opposition à l'État, le vecteur de contestation de la société et de rejet de la société. D'ailleurs, une personne m'a fait observer que certains détenus de la communauté rome de Roumanie, qui n'étaient pas du tout musulmanes, qui étaient d'autres confessions, ont applaudi et ont crié quand ils ont vu certains attentats islamistes, soi-disant islamistes, parce qu'ils ont vu dans ces actes une sorte de combat ou de victoire face au système, face à la société occidentale, etc. etc. Et ici, finalement, en très peu d'années, on est passé d'un imaginaire collectif d'un islam pacifique qui était juste géré par l'administration carcérale, organisé
dans le contexte pratique de donner des repas pour les heures du ramadan, etc. On était vraiment dans un accommodement pratique pour garantir la paix institutionnelle, sans mention de risque de violence ou de terrorisme. On est passé en quelques années à cela, jusqu'à l'idée d'un islam comme danger principal, comme facteur de violence, comme facteur de terrorisme, y compris en Suisse romande, malgré le fait qu'il n'y a pas eu ou très peu de personnes incarcérées pour de tels faits. Maintenant, je pense qu'il est très important de faire un point sur la situation, de faire un diagnostic. Parce que tout d'abord, il est important de dire que les cas d'extrémisme violent en lien avec l'islam en prison restent très minoritaires. Mais la suspicion à cause de ce climat est adressée à tous les musulmans détenus. Donc chaque musulman détenu devient potentiellement un facteur de risque, potentiellement un suspect en voie de radicalisation, et c'est un problème en soi, car ça porte le stigmate sur une population importante. D'autant plus qu'à Chandolan, plus de 50% des détenus sont musulmans. Dans certaines prisons françaises, on a 70% de personnes détenues qui sont musulmanes, pour des raisons, je l'ajoute, purement sociologiques, qui n'ont rien à voir avec l'islam en tant que tel, mais cela contribue à stigmatiser toute une série de détenus qui ne sont pas du tout là en général pour des raisons liées au terrorisme, mais elles deviennent victimes de cet état d'esprit. Maintenant, on a aussi des cas avérés et des cas à risque. On a des vraies personnes, enfin des personnes qui sont soumises à un danger authentique de passage à l'extrémisme violent. Cela existe surtout en France, également en Suisse, également ailleurs, et il est important de faire la différence entre les deux. À mon avis, le point critique est de faire la part des choses en situant ce qui relève d'une provocation et ce qui relève d'une réelle radicalisation violente alimentée par une idéologie extrémiste. Ce sont deux choses différentes. Par exemple, pour revenir au cas de provocation, il y avait un jeune de Marseille dans une prison fribourgeoise qui se faisait passer pour un Afghan, mais bon, il était enregistré comme Afghan dans l'administration carcérale, mais il n'est pas Afghan. Et il n'avait aucun contact, aucun intérêt particulier avec l'islam. Par exemple, physiquement, cela ne veut rien dire, mais son apparence physique même dénotait une coupe de cheveux longue avec des boucles d'oreilles. Il écoutait de la musique, et il fumait, il manifestait son intérêt pour les femmes, pour l'alcool, etc. Un jour, il m'a dit pourtant, je ne vais pas à la prière parce que l'imam est un hypocrite. Et je lui ai dit pourquoi. Et il m'a dit, mais il n'a même pas de barbe, ce n'est pas un imam. Donc, on a cette confusion de certaines personnes qui sont très loin de toute éducation ou toute pratique musulmane, mais qui peuvent ouvrir la porte à des propos extrémistes, parce qu'ici, on est dans la catégorisation du fait que l'imam est bien ou non, et les imams sont parfois aussi ici accusés de travailler pour l'État. D'autres encore qui étaient en train d'applaudir, comme je l'ai dit, ou de taguer sur les murs Daesh, Al-Qaïda, étaient des personnes toxicomanes, sans aucune pratique de l'islam, qui n'ont jamais fait la prière dans leur vie, mais qui ont trouvé un intérêt à provoquer les gens par leur fait de se revendiquer musulmans et d'adhérer, soi-disant, à une idéologie extrémiste. Mais pour moi, ici, on est encore dans la provocation, y compris pour certaines personnes qui menaçaient aux travailleurs sociaux, notamment les plus jeunes, de partir en Syrie, en disant, si vous ne faites pas ça pour moi, moi je vais péter les plombs et je risque d'aller en Syrie, je vais devenir fou, je vais tuer des gens. Donc ici, on est dans un discours qui est présenté par la société comme des cas musulmans radicalisés, mais en réalité, quand on remarque la substance de ces personnes, on voit qu'il s'agit d'une radicalisation sociale, voire légèrement politique, car contestataire envers le régime, mais qui n'utilisent en gros l'islam que comme un prétexte contextuel, parce qu'ils ont bien compris que c'est cela aujourd'hui qui fait parler et cela qui rend une certaine peur chez les gens. Donc ici, on ne peut pas interpréter cela comme une réelle radicalisation religieuse. Par contre, pour les vrais cas sujets à l'extrémisme violent en lien avec l'islam, j'ai repéré 3 facteurs de risque. Et à mon avis, le danger est réel seulement quand les 3 facteurs de risque sont cumulés. Le premier facteur, le plus important, je pense,
Et cela n'est pas valable seulement pour la prison, c'est aussi valable pour la société extérieure en Europe. Ce sont les facteurs psychosociaux liés au manque d'opportunités, à un sentiment d'exclusion et à un certain désespoir. Pour certains jeunes, j'ai un cas concret, par exemple, qui n'était pas incarcéré, mais qui est un cas que j'ai connu, qui était euh, potentiellement, comme ils disent, radicalisé et qui voulait partir en Syrie pour des raisons liées à la dépression de sa mère, au décès de son père, aux maladies de ses frères et sœurs et au fait que toute sa vie semblait bouchée, sans perspective d'avoir des papiers, sans perspective d'avoir un travail, sans perspective de se marier ou d'avoir une vie de famille. Donc, devant ce désespoir, il m'a dit que la seule solution qu'il envisageait en 2015 était de rejoindre Daesh, car s'il mourait en martyr, il pourrait sauver sa famille. Car la personne était légèrement pratiquante, elle commençait à découvrir l'islam et a connu l'islam à travers les réseaux sociaux, etc. Donc ici, on est plus dans une détresse psychologique, une détresse sociale qui, quand elle rencontre une idéologie, peut devenir très dangereuse en termes d'extrémisme violent. Le deuxième facteur ici, justement, ce sont les facteurs idéologiques qui sont liés à la vision du monde, qui peuvent être liés à la foi ou à la religion. Il y a trois grandes composantes qu'on retrouve dans les facteurs de risque idéologiques. La première est qu'ils adhèrent à une lecture de l'islam littéral d'obédience wahhabite. Un certain courant du wahhabisme, pour être précis, est particulièrement intolérante. Il n'y a pas de personnes radicalisées en Europe occidentale qui sont passées par un islam Tidjani, par exemple, ou l'Adl wal-Ihsan, ou peu importe le groupe. On est dans un certain type d'ancrage doctrinal, et il est important de le rappeler. Doublé, deuxième point, à une vision manichéenne. Le monde sépare les bons et les mauvais, le bien et le mal, les justes et les mauvais, etc. Et doublé encore une fois à des idéologies millénaristes. L'avènement de l'Antéchrist, l'avènement du Masih ad-Dajjal et l'avènement prochain de l'imam Mahdi qui est attendu, poussent ces personnes avec des arguments souvent d'origine dit complotiste. Mais ici encore, il faut faire la part des choses en évitant ces concepts un peu trop fourre-tout, mais pour faire vite avec une idée d'un monde qui arrive à la fin des temps où un groupe va sauver l'humanité ou va prendre le parti du bien et du camp de Dieu contre le reste du monde qui est du côté des oppresseurs. Donc quand on a ces facteurs idéologiques cumulés, plus les facteurs psychosociaux de détresse sociale, de détresse psychologique, on est vraiment dans un danger pour l'individu qui risque d'adhérer, au moins de vouloir adhérer à des à des groupes violents dits djihadistes. Le troisième type de facteur lié au milieu et aux possibilités, sans accès, sans relation, sans réseau, la personne devra rester seule sans mettre un terme à son projet. Par contre, si elle trouve un réseau, là, on est vraiment dans les trois facteurs cumulés qui vont permettre le passage à l'acte, soit le départ dans des zones de conflit au Moyen-Orient ou en Afrique subsaharienne, par exemple, ou soit des attentats ou des projections d'attentats en Europe. Donc, pour moi, le risque vient lorsque les trois types de facteurs psychosociaux, idéologiques et liés au réseau, aux relations sont cumulés. Et le problème de la prison est qu'elle présente une terre de recrutement. Certaines prisons, pas toutes, pas beaucoup en Suisse, mais notamment dans certaines prisons françaises, on a des réseaux de personnes déjà enclines à ces idéologies violentes qui vont essayer de recruter les autres. Donc, la prison devient un terreau favorable, un terreau très dangereux parce qu'elle cumule à la fois les personnes fragilisées socialement et psychologiquement. Les détenus, en général, souffrent de ces déséquilibres pour des raisons assez évidentes. Et si on ajoute cela à des facteurs idéologiques qui sont véhiculés par les recruteurs, entre guillemets, ou par certains autres détenus qui vont essayer de convertir d'autres à leur cause, on est dans un danger très important. Maintenant, naturellement, les solutions à proposer sont aussi à ces trois niveaux. Le premier niveau, pour les solutions, on est bien sûr dans une prise en charge psychosociale qui est normalement le travail d'assistants sociaux, de psychologues, mais aussi d'aide à la réinsertion.
On doit pouvoir donner des opportunités, on doit pouvoir donner un espoir aux personnes incarcérées pour qu'elles ne pensent pas que leur vie s'arrête complètement avec la prison. Et ici aussi, beaucoup de personnes ont besoin d'un accompagnement psychologique de qualité. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, un autre type de solution consiste en la prise en charge idéologique, entre guillemets. Il y a trois façons de répondre aux dérives idéologiques en lien avec l'islam sur une base islamique même, à mon avis. Le premier point est de développer l'esprit critique, parce qu'on est dans un certain lavage de cerveau pour que ces personnes rejoignent des groupes terroristes. L'antidote est de développer l'esprit critique, mais c'est un travail de longue haleine qui n'est pas évident. Un deuxième pilier est de mobiliser des contre-discours théologiques. Ici, on essaye de donner une alternative au discours de groupes extrémisme en montrant que l'islam réel, l'islam authentique ne prêche pas cela, mais a une autre vision. C'est un deuxième point qui implique le travail d'aumôniers musulmans et d'imams dans les prisons. Par contre, quand on remarque ce qui se passe dans les prisons, même en Suisse, le problème des aumôniers musulmans, tout d'abord, ils sont trop rares. À Chandelon, il n'y a pas eu d'aumôniers musulmans pendant les 2 années de mon travail. Il y avait un imam albanophone qui visitait la prison une fois tous les 2 semaines, donc 2 fois par mois, juste pour le prêche du vendredi, et il le faisait en albanais, donc cela intéressait seulement les albanophones. On n'a aucun aumônier musulman à cette époque qui ait visité les détenus musulmans à Chandelon, malgré des demandes politiques qui vont dans ce sens. Donc ici, on est dans une contradiction institutionnelle qui doit être réglée le plus rapidement possible. Mais ensuite, même quand on a des aumôniers et des imams, souvent, ils sont trop peu formés, car la formation ne doit pas être seulement théologique, mais même au niveau théologique, beaucoup n'arrivent pas à répondre aux arguments des groupes terroristes. Et s'ils n'arrivent pas à répondre aux arguments théologiques, soi-disant, d'Al-Qaïda et de Daesh, on court à une catastrophe. Il faut des personnes formées pour donner un contre-discours et pour donner une formation religieuse à plus grande escient, à une formation religieuse de qualité qui permet de montrer que l'islam n'est pas le terrorisme. L'islam n'est pas la vision de Daesh. À mon avis, c'est la manière de répondre la plus efficace à la problématique de l'extrémisme violent en prison, mais aussi dans la société. D'ailleurs, si on regarde, ici, je suis à Cape Town, il n'y a pratiquement aucun cas connu de radicalisation violente en lien avec l'islam. Pourtant, il y a 7% de musulmans et les 7% de musulmans sont très pratiquants. Les mosquées appellent l'appel à la prière 5 fois par jour, les mosquées sont pleines et il y a énormément de personnes qui sont hafiz al-Qur'an, qui ont mémorisé tout le Coran, qui ont étudié des années le fiqh et d'autres branches. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de départ pour des groupes comme Daesh. Parce que quand il y a une formation islamique rigoureuse ou détaillée, très peu de personnes vont être sensibles aux rhétoriques simplistes et déformant l'islam de groupes terroristes. Et ici, malheureusement, j'en viens maintenant à la dimension politique, la dimension institutionnelle. Malheureusement, on a un contresens politique, un contresens institutionnel qui tâtonne entre deux. La grande question qu'on peut leur poser, pour être très provocateur, bien sûr, est-ce qu'on veut lutter contre l'islam ou est-ce qu'on veut lutter contre l'extrémisme violent en lien avec l'islam? C'est une question que je me pose particulièrement dans le contexte français. Mais malheureusement, l'État de Genève est très influencé par ce qui se passe du côté français. On a Et, Maurice qui peut vous répondre sur la situation en Genève. oui, peut-être je finis 5 minutes encore et après on peut ouvrir la discussion. Ou... Oui, oui, bien sûr. Oui, très bien, merci. Comme ça, avec plaisir pour ouvrir cette discussion parce que là, on est vraiment dans un cas concret qui doit être discuté et on espère avoir des réponses adaptées au plus vite. Mais tout d'abord, il y a une grande confusion dans le traitement médiatique, surtout médiatique, hein, et ensuite politique de certains partis, mais pas exclusivement politique, je dirais avant tout médiatique, ce qui est très important. Une confusion entre la radicalisation violente en lien avec l'islam et le fait qu'une personne se convertisse et commence à pratiquer l'islam. J'aime bien suivre des reportages français, notamment sur la question de la radicalisation en prison ou ailleurs.
Et j'essaie de suivre ces reportages avec une oreille attentive. Et j'entends que faire la prière, vouloir se marier avec une femme voilée, ne pas serrer la main aux femmes, acheter des livres sur l'islam, lire le Coran, sont considérés comme des signes de radicalisation. Donc, ici, on peut se demander si se convertir à l'islam ou commencer à pratiquer l'islam est un problème en soi pour ces médias ou se convertir au terrorisme. Malheureusement, on a une confusion entre musulmans radicalisés et violents et simplement musulmans pratiquants qui est très problématique parce qu'elle sert les rhétoriques de Daesh. Elle donne un sentiment d'islamophobie et elle pousse les personnes à sentir qu'elles ne seront jamais acceptées en tant que musulmanes dans leur pays d'accueil, et cela va donner plus de crédit au discours extrémiste. Ici, je dirais qu'une recommandation importante qu'on pourrait faire à ces institutions est tout d'abord d'éviter de véhiculer un message d'islamophobie. L'erreur principale, surtout en France, a été de réprimer l'islam en général, alors que la seule solution, et je l'assume, la seule solution pour moi, pour contrer l'extrémisme violent en lien avec l'islam en Europe occidentale, est de miser sur l'islam. Ce n'est pas en interdisant toute forme de l'islam qu'on va empêcher le terrorisme, c'est au contraire en donnant un enseignement adapté et équilibré sur l'islam qui va finir finalement par balayer les excès qui sont commis au nom de cette religion. Car la répression contre l'islam donne beaucoup de crédit au discours djihadiste qui joue tout le temps sur l'islamophobie et le choc des civilisations, sur le fait qu'on ne peut pas être musulman en Europe. Un autre problème des institutions qui répondent à l'extrémisme violent en prison est qu'elles renforcent souvent des préjugés et des stigmatisations. Tous les musulmans sont suspectés. J'ai suivi, par exemple, dans une prison genevoise, un jeune détenu pour une bagarre qui n'a rien à voir avec toute affaire idéologique ou tout comportement violent en lien avec l'islam. La personne était d'origine algérienne. Et là, elle me dit il a vu sa sœur se faire tuer devant ses yeux par des terroristes et ses parents l'ont reproché ça parce qu'il n'a pas pu la protéger. Donc il a un traumatisme de base qui est lié à cette histoire très violente d'avoir été victime de groupes terroristes en Algérie au nom de l'islam. Et la personne est simplement un homme correct, musulman, qui fait sa prière, etc., et qui n'est pas du tout extrémiste. Un jour, je l'ai vu arriver en pleurant pratiquement à l'entretien. Il s'est plaint que le service médical et un psychologue lui parlaient toujours du terrorisme en lui posant des questions sur ce qu'il pensait de Daesh, ce qu'il pensait des attentats suicides, et en sous-entendant qu'il était comme ça, alors que lui-même était victime. Et ici, malheureusement, au nom de la lutte contre l'extrémisme, on est venu à des préjugés et une stigmatisation qui touche pratiquement tous les musulmans, notamment en France, mais aussi en Suisse romande. Donc ici, malheureusement, cette mode va favoriser les groupes les plus extrémistes à recruter certains qui se sentent finalement perdus et illégitimes et incompris en Europe. Je ne vais pas faire trop long parce que la discussion sera sûrement plus intéressante, mais pour conclure, je dirais que l'islam ces dernières années a surtout été abordé comme un problème en Europe. Mais il doit faire partie de la solution. La solution contre l'extrémisme violent au nom de l'islam, notamment en prison, ne peut pas faire l'économie d'une approche musulmane, à moins qu'on assume que l'islam va complètement disparaître en Europe, ce qui n'est pas le cas, du moins on l'espère, et ce qui n'est pas une politique raisonnable. Donc, si on accepte l'islam comme une réalité locale, comme une réalité suisse, on doit pouvoir conjuguer avec et arrêter de stigmatiser les musulmans seulement au nom de l'extrémisme violent. Parce que j'en reviens à mon introduction, où aux États-Unis, dans certains établissements pénitentiaires, on a reconnu cette valeur de l'islam dans sa capacité à changer la société et surtout à changer les personnes vulnérables. Donc, l'islam a été reconnu pour beaucoup comme un vrai moteur de désistance, un moteur de sortie de la délinquance et une cause d'accalmie sociale pour le bien de tous, non seulement des communautés musulmanes, mais aussi le bien de la société au plus loin. Et dans cette vision, on n'a pas hésité à aider
les aumôniers, aider les imams à intervenir en prison et à dispenser un message équilibré qui représente l'islam majoritaire, qui représente l'islam authentique et qui peut être une antidote à cet extrémisme violent. J'en reste là pour l'instant. Je me réjouis des commentaires et de la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, pour votre présentation riche, méthodologique. Et je cède la parole à M. Benahia, M. Mourif ou les autres qui souhaitent intervenir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher Baptiste. Alors, plus que riche, vous avez fait le tour, si vous voulez, de la question qui est très, très complexe par rapport à l'islam, par rapport aux musulmans, par rapport à l'incarcération, par rapport aussi aux différentes dimensions qui influencent, si vous voulez, cette notion de radicalisation sur laquelle vous êtes revenu et qui elle-même, quelque part, est floue. Hein, on en convient, elle est floue. Est-ce que vous avez mis le doigt là où il fallait? Parce que est-ce que radicalisation signifie on porte une barbe, on s'habille de telle manière ou de telle manière, on commence à adopter, si vous voulez, des rites, parce que c'est aussi une question de rites. Il suffit pour tout pratiquant, si vous voulez, même novice, dans la religion musulmane, de faire des ablutions ou d'aller à la mosquée. À ce moment-là, il est sous la suspicion officielle quelque part, en tout cas ne serait-ce que sur le plan, si vous voulez, des médias et de la politique. Donc, quelle est la frontière selon vous? Quelle est la frontière selon vous? Parce que vous avez travaillé sur ces questions de manière profonde, vous avez été confronté quand même, si vous voulez, à des radicaux, à des véritables radicaux, et à majorité, peut-être à une grande majorité écrasante, à des personnes qui sont dans la provocation, peut-être dans l'instant d'opportunisme, hein, quelque part, et c'est peut-être l'aspect ou le phénomène le plus dominant par rapport à ces questions. Où se situe la frontière, cher Baptiste, où se situe la frontière chez tous ces sujets entre le socle, si vous voulez, d'un extrémisme menant à la violence réelle et d'un mode d'adoption, enfin d'une mise en pratique, d'une certaine praxis la plus minimaliste possible concernant un culte, et notamment le culte de l'islam. Oui. Vous voulez répondre ou on cède parole à notre ami Mourif et comme ça vous donnez Voilà. Comme vous voulez, comme vous désirez. Peut-être répondre directement pour la facilité et la fluidité. Je vais répondre rapidement. Hein. C'est une question très riche qui mériterait beaucoup de développement. Mais merci beaucoup, Monsieur Ben Yahya, Docteur Ben Yahya. Tout d'abord, c'est une question catégorique très importante qui n'est pas détaillée malheureusement dans les propos institutionnels, dans les positions politiques voire médiatiques. Mais on s'attend peu de choses des médias, mais au moins au niveau des institutions, ça doit être clarifié. Et c'est vrai qu'il y a une grande confusion entre les personnes adoptant une certaine vision un peu littéraliste, sectaire, disons, de l'islam, et celles qui adoptent un discours menant à une idéologie violente. Pour moi, la frontière est évidente. La personne peut être considérée comme radicalisée ou sujette à l'extrémisme violent quand elle adhère, au moins au niveau des idées, peut-être au niveau des intentions et des projets, à des groupes engagés dans ces formes d'action. Cela dit, on est assez limité aujourd'hui, mais on parle de Daesh, on parle de Al-Qaïda, on peut parler de Boko Haram en Afrique ou d'autres mouvements similaires qui sont très proches dans leur socle idéologique. Donc ici, on mêle, pour le contexte, une pensée salafiste wahhabite particulière à un mode d'engagement violent contestataire de l'autorité des pays qui légitime les actes terroristes et qui légitime la lutte armée. Donc, à partir du moment où une personne adopte cette rhétorique, il peut être considéré, selon moi, selon la définition, une personne radicalisée au sens large. Maintenant, vous l'avez très bien dit, il y a une confusion entre les personnes qui sont vraiment adeptes de l'idéologie
décidées à agir et celles qui sont juste sur le registre de la provocation ou d'une certaine opportunité de partir en Syrie à l'époque, puis maintenant bien sûr, mais pour pouvoir exister, pour pouvoir avoir du pouvoir, pour pouvoir se marier, pour pouvoir être dans un groupe. Donc ici, il faut distinguer les personnes réellement adeptes au niveau idéologique, mais on le fait assez facilement par le biais d'entretiens. Je dirais malheureusement que les personnes complètement radicalisées sont très dures à, c'est trop tard pour la prévention. Je pense que l'aspect sécuritaire doit s'exprimer à ce niveau-là à partir du moment où la personne est décidément dans le camp donné, légitimement la violence et amenée à faire cela. Mais la prévention fonctionne très bien pour toutes les personnes qui sont entre deux. Et pour répondre à la première partie, je dirais qu'il faut faire très attention aussi à un autre type de personne qui est simplement adepte d'un islam dit wahhabite, quiétiste, par exemple en suivant Monsieur Fawzan, par exemple, ou ce qu'on appelle aujourd'hui Madah Ali, qu'à l'époque on appelait ça salafisme simplement, mais qu'un salafisme est un terme trop large. Et ces personnes peuvent du jour au lendemain vouloir s'habiller d'une certaine façon, se laisser pousser la barbe, considérer les autres comme des koufars même, et même avoir certains principes takfiri. Mais tant qu'ils ne sont pas dans l'adhésion à ces groupes violents et armés, même eux, je dirais qu'on ne peut pas les associer à cette mouvance radicale et que justement l'erreur est de les mettre dans le même panier. Si on les met dans le même panier, ils vont avoir tendance à être cooptés par les mouvements engagés dans les actions violentes. C'est Maurice, ou... Oui, alors moi, tout d'abord, je voudrais remercier Baptiste. Vraiment, une présentation très, très intéressante. J'ai appris beaucoup de choses. J'avoue que j'hésitais un petit peu par rapport à cette colloque, parce que c'est vraiment un sujet intéressant, mais j'ai été cloué sur mon siège. Merci beaucoup. Il y a plusieurs points qui m'interpellent, où je me pose des questions, où je voudrais avoir la possibilité de discuter plus. Peut-être on peut juste commencer par le fait que quand vous dites, vous posez la question de est-ce on essaie de combattre l'islam ou la radicalisation islamique, je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, et c'est souvent, on a cette perception que en fait le vrai combat c'est de effacer l'islam de la société. Donc moi ce que j'observe, c'est les pratiques qui sont personnelles et qu'on peut faire chez soi et qui ne sont pas visibles, ça en règle générale pose pas de problème, mais dès qu'on se dirige vers des pratiques qui sont visibles, le hijab qui est souvent attaqué, les minarets. Nous, dans notre fondation, on a énormément de difficultés à trouver un lieu de culte, alors que si on suit aussi un des raisonnements de votre discours sur lequel je suis entièrement d'accord, c'est qu'il faut un contre-prêche. Donc on a besoin d'institutions et de lieux qui propagent un islam véridique, qui est un islam de la paix, un islam tolérant. Donc, par rapport à cette réflexion, je voudrais creuser un petit peu plus. Pour vous, quel serait, si les autorités devaient adresser ce point-là, quels seraient pour vous les 2 ou 3 sujets les plus importants pour adresser cette perception qu'il y a un combat contre l'islam plutôt que contre l'islam extrémiste et radicalisé? Merci beaucoup pour votre commentaire. Merci pour ces remarques très intéressantes et pour la question. C'est une question que j'espère chacun ici, j'en suis sûr, pourra contribuer également. C'est une question
vraiment profondes qui méritent d'être prises. Et avant d'essayer d'y répondre, j'aimerais juste rappeler des exemples très, très frais. On n'a même pas besoin d'observations sociologiques tellement les documents sont présents sur Internet aujourd'hui. Il suffit de regarder 2-3 documentaires français sur la question de l'islam en prison et 2-3 documentaires américains sur la question de l'islam en prison. Je ne suis pas un partisan des États-Unis, hein, mais ici, on va voir une différence très nette dans l'approche du phénomène. Aux États-Unis, on ne va pas blâmer en tant que tel la pratique religieuse, c'est aussi pour l'héritage, pour la question que la religion en tant que telle est reconnue comme une composante de la personne, et qu'en France, on est dans un système d'une laïcité extrémiste, on peut dire. Et malheureusement, l'État de Genève est en partie concerné par certaines visions radicales, on peut le dire, de la laïcité. Mais, mis à part ceci, il faut vraiment que l'État, à mon avis, l'État au niveau fédéral, mais là on a moins de problèmes au niveau fédéral que cantonal, voire communal, mais l'État cantonal doit se positionner clairement sur ces questions. Je pense que cela sera particulièrement important. En Suisse, c'est beaucoup plus facile qu'en France, mais en Suisse, cela devra passer par un message plus clair. Quel est l'islam que l'on accepte? Quel est notre problème finalement? Quel est l'ennemi? Et redéfinir un cadre. Mais ici, malheureusement, en fonction des institutions, on voit qu'ils naviguent dans une certaine confusion. Et cela renvoie à une thématique beaucoup plus profonde que celle d'aujourd'hui. On est dans une lutte classique depuis 20 ans en Occident entre le bon islam et le mauvais islam. Il y a des ouvrages sociologiques, Good Islam, Bad Islam, de Mamdani, déjà il y a 15-20 ans aux États-Unis. Ensuite, on avait Good Imam, Bad Imam de Jonathan Burt en Angleterre. Mais on est dans la même idée. Certains États occidentaux vont concilier, vont accepter le fait qu'il y a des musulmans, mais ils vont vouloir définir qu'est-ce que c'est le bon islam. Ici, on est dans un autre risque, on est dans un danger où si l'État le définit de manière unilatérale, ils vont exclure toute une série de courants, de mouvements. Et parfois, on peut se réjouir que certains mouvements qu'on n'aime pas sont exclus, mais finalement, on est aussi nous-mêmes menacés parce qu'on ne sait pas où ça s'arrête. Par exemple, j'ai discuté avec un membre d'une église protestante qui sont les bons musulmans selon lui, parce qu'ils veulent financer des projets islamiques. Et il m'a dit qu'il faut qu'il y ait le principe d'égalité. Le principe d'égalité, pour lui, implique que la femme peut être imam, etc. Donc, à partir de cette idée que l'État va définir comment doit être l'islam, on est aussi dans une difficulté où je pense que les communautés musulmanes doivent être assez fortes pour s'organiser, pour montrer qu'il y a des principes clairs et qu'elle doit être reconnue en tant que telle. Une fois que la reconnaissance est acceptée, elle peut être reconnue comme un partenaire de l'État, mais je pense que ça doit être à un niveau équilibré. Je suis un peu désolé parce que ma réponse, elle part dans d'autres débats qui sont sous-jacents, qui sont très importants aussi, je crois. Mais pour une réponse plus rapide, dans un court délai, on va dire, pour à plus court terme, voire à moyen terme, ce qui est crucial en Suisse, c'est la mobilisation d'imams, pas seulement d'imams, de cadres musulmans, de penseurs musulmans dans les établissements pénitentiaires comme aumôniers, comme conseillers. Il faut que ces personnes aient l'accès et que ces personnes, en cas de besoin, aient des formations et des compétences. Mais on a quand même pas mal de personnes compétentes. C'est souvent l'accès qui manque dans les prisons et c'est très nécessaire pour rééquilibrer l'expression islamique dans les prisons suisses pour montrer qu'il y a une voie modérée. J'aime pas le mot modéré, on va dire plutôt le wasiyata, comment dire en français? Conciliatrice ou Oui. médiane, Oui. comme l'enseigne l'islam, et promouvoir cet enseignement, d'autant plus s'il y a des cas de radicalisation. Mais encore une fois, à mon avis, quand on est au niveau de la prison, on est très tard. Il faut agir en amont. Il y a énormément de jeunes musulmans qui se posent la question, qu'est-ce que dit l'islam? Qu'est-ce que l'islam? Et ils vont aller sur Internet pour avoir des réponses. Et à mon avis, on doit créer des espaces de discussion, je dirais physiques, pas seulement sur Internet, où on peut répondre librement aux questions, aux doutes des jeunes. Par exemple, une personne va dire, est-ce que
l'islam dit de couper la main au voleur, c'est violent, le Coran dit ça, comment ça se passe? Il faut que les personnes musulmanes, car seulement les personnes ancrées dans cette tradition sont vraiment à même à répondre à ces positions, que ces personnes soient actives auprès des jeunes pour donner un autre message que les messages de Daesh. Parce que souvent aussi, il faut prendre en considération le fait que les discours islamophobes ou anti-islam et les discours extrémistes d'idéologies comme Daesh ont la même vision de l'islam. Les deux sont d'accord. Seulement un est contre, l'autre est pour. Mais une certaine partie des islamophobes et une certaine partie de Daesh ont exactement la même lecture de l'islam. Malheureusement, parfois sur Internet, mais également dans la société, c'est la seule voix qu'on entend. Et un jeune qui est exposé à ça a deux choix. Soit il quitte l'islam et devient agnostique, athée ou quoi que ce soit il reste dans l'islam et il se radicalise. Et c'est une priorité pour nous qui passe bien avant la thématique de la prison. Je pense qu'il faut vraiment agir à ce niveau dans une éducation musulmane de qualité et aussi développer l'esprit critique. Mais cela, il faut que l'État le permette. Et en France, aujourd'hui, avec les discours de Macron l'automne dernier, contre soi-disant le séparatisme, on est dans une confusion. C'est comme si l'État va décider la place de l'islam, et vous l'avez bien dit, dans la sphère privée, cela ne gêne personne, mais lorsque c'est un peu visible dans la société, ce n'est pas vraiment admis selon certains politiciens et certains courants idéologiques. Baptiste, mon dernière question. Est-ce que vous pensez qu'en Suisse, nous sommes en train de vivre une banalisation, une marginalisation de la communauté, du rôle de la communauté musulmane? J'ai le sentiment personnel que lutte et prévention contre la radicalisation, ça commence d'être un peu de business pour des gens, des centres, des associations. Il y avait le scandale du centre vaudois qui a accueilli ce imam radical qui s'appelle Péché Brahsan. Il est connu comme un salafiste, wahhabite, radical, etc. Tout en sachant que l'autorité cantonale, il traite avec ce centre. Elle refuse, par exemple, de dialoguer, de discuter avec des autres communautés qui n'ont pas déposé une demande formelle de reconnaissance et de refuse de discuter avec les chiites. On ne trouve pas les chiites, par exemple, dans des représentations cantonales au niveau régional, etc. Lorsque, par exemple, une plateforme, je trouve un professeur dans une plateforme cantonale de lutte et prévention contre la radicalisation, il déclare que le Coran a été écrit 60 ans après la naissance du prophète Mohammed, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il y a cette tendance de chibasisation en référence à Madame Chiba, ça veut dire le traitement superficiel, etc., superficiel avec la communauté musulmane, marginalisation. On a des plateformes cantonales, on vient, on boit un verre, on discute, etc., on met nos fesses sur des chaises, mais la vérité, il n'y a pas de dialogue avec la communauté musulmane. Il n'y a pas d'ouverture. On traite, on vient, on traite avec l'islam politique, et puis lorsqu'il y a quelque chose, on ne pose pas les questions. Par exemple, qui a endocriné les terroristes de Lugano? Qui a endocriné les terroristes de Morges? On n'essaie pas de poser la question. Pourquoi il y avait beaucoup de terroristes à 20 tours? Quelle structure il est présente à 20 tours? Quelle structure présente à 20 tours? Je dis la vérité en tant que vice-président de la coordination islamique suisse, la CUOS, nous sommes fiers dans la coordination parce que nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de toucher le bois. Et, par exemple, j'aimerais bien signaler quelque chose, l'ouverture du cabinet Ben Yahya à Genève qui travaille sur l'accompagnement, la médiation, l'accompagnement spirituel, parce qu'il y a des familles musulmanes, etc., qui sont la marginalisation, qui ne trouvent pas la réponse chez les psychologues, chez les sociologues, chez les intervenants sociaux, etc. Ils vous disent que nous sommes en train de subir les préjugés et l'ignorance aussi. Je demande à Dr Ben Yahya de nous donner quelques axes sur le travail de la cabinet de Ben Yahya Consulting. Je peux juste répondre à 3 points en 3 minutes, parce que c'est très intéressant
C'est très, très intéressant. Excusez-moi. Mais il y a 3 points que vous avez dit. Pour moi, il y a le niveau politique, niveau social, niveau communautaire. Niveau politique, premier point, on est dans une certaine confusion. J'aimerais bien qu'on trouve des interlocuteurs politiques pour parler concrètement de ce qu'on fait et qu'il y ait un respect mutuel. Moi-même, comme je l'ai dit, j'ai été suspecté, mis sur liste 3 ans par erreur. Je ne sais même pas pourquoi, parce que je n'ai rien à me reprocher toute ma vie par rapport à ça. Par contre, j'ai connu au mois de février en Suisse un cas avéré affilié à Al-Qaïda qui a menacé de mort certaines personnes, qui est connu des services de police. Et on a dû aller à la police. Il y a eu des histoires de violence et de menaces de mort sur des personnes d'une mosquée. Par contre, la police n'a pas donné suite et j'ai contacté FedPol et j'ai eu un retour comme quoi cela ne me concernait pas. C'était l'histoire de la police. Ensuite, au niveau de l'État, des institutions, on ne voit pas d'intérêt, ce qui est en contradiction avec les messages qui sont passés pour une collaboration. Donc pour moi, premier point, on doit vraiment trouver les interlocuteurs et avoir une collaboration qui est beaucoup plus équilibrée parce que pour l'instant, il y a une gestion très particulière de phénomènes de radicalisation violente en lien avec l'islam. Deuxième point, au niveau de la société, vous l'avez bien dit, il y a des personnes qui font business de cela. Il est important de détailler qu'en Suisse même, il y a eu des millions qui ont été affrétés au projet de lutte contre l'extrémisme violent. Malheureusement, beaucoup de projets sont ambigu, hein. On parle de l'accompagnement, etc., sans mettre des critères, sans mettre ni transparence. C'est la camaraderie politique, etc., malheureusement. Mon point, c'est que ça bénéficiait aux mêmes quelques instituts sans qu'on arrive à comprendre concrètement le travail. Et quand on les contacte pour avoir une tâche commune, un engagement commun, ces personnes tentent plus à vouloir protéger leur business qu'à collaborer pour des solutions. Oui. Alors que nous, en général, on ne touche pas un franc en s'intéressant à ces sujets. On le fait pour l'intérêt commun et pour préserver aussi notre foi et notre religion. Troisième point, pour moi, le plus important. Baptiste, permettez-moi, c'est l'avantage de la coordination islamique suisse. Hein. Il y a des autres structures qui ont pris 10 millions et 10 millions. Ils n'ont rien fait. La coordination suisse, sans prendre un sou de n'importe quelle structure, nous sommes maintenant à notre 12e atelier. Il y aura, comme vous savez, vous allez participer avec nous prochainement. Ça veut dire quelque chose de conviction, de principe, rien que ça. Tout à fait. Merci beaucoup pour la précision. Dernier point très rapide, pour moi c'est le plus important et j'arrêterai là. C'est la réponse communautaire, la réponse des communautés musulmanes face à l'extrémisme violent. Pour moi, il y a juste une histoire, un exemple vaudois très important. Le pasteur, j'ai plus son nom, un pasteur en 2019 a écrit un livre, L'Islam conquérant. Le livre montre sur une base soi-disant académique, pas très académique, mais sur une base soi-disant intellectuelle, que le Coran et la Sunna véhiculent des discours de haine, de violence, d'hégémonie, etc. Le livre a été édité, donc c'est le problème du pasteur, peu importe. Le problème, ensuite, les médias ont repris ce livre en faisant une couverture importante, et certains discours politiques également. Pour moi, la seule réponse importante, primordiale de la communauté musulmane est d'écrire un contre-livre, ou au moins un contre-article, en démontant systématiquement chaque argument. J'ai parlé de ça avec Louvain, par exemple, qui sont dans le même canton, mais on n'a pas exprimé un intérêt pour cela. Alors que pour moi, la solution à la fois contre l'islamophobie et contre l'extrémisme violent, la priorité est de déconstruire ces arguments sur une base intellectuelle et théologique. Si on ne le fait pas, on donne raison aux islamophobes et les gens qui sont témoins vont dire « Ah, on a attaqué l'islam et les musulmans n'ont rien dit ». Ça veut dire qu'ils sont d'accord. Ils n'ont rien à dire et en fait, ils ne peuvent pas réagir parce qu'ils n'ont pas d'argument. C'est ça qui a été pris au niveau politique et médiatique. Ensuite, au niveau communautaire, on a des jeunes musulmans qui vont entendre ces positions. Donc, soit ils vont se dire « Ah, l'islam est vraiment comme ça, c'est pas pour moi, je suis athée », soit ils vont se dire « Oui, l'islam est comme ça, c'est violent et c'est bien, et les vrais groupes musulmans sont Daesh et Al-Qaïda ». C'est vraiment une catastrophe, cet ouvrage, et la catastrophe, c'est pas tant l'ouvrage que le manque de réaction, parce qu'on croit en la liberté d'expression, donc la personne écrit ce qu'il veut, c'est pas important. Pour moi, ce qui est grave, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction communautaire à ce niveau,
Et pour moi, les efforts que j'espère faire moi-même avec toutes les personnes intéressées sont de répondre idéologiquement, théologiquement, intellectuellement à ces arguments. Et désolé pour prendre Merci beaucoup, beaucoup de temps. Baptiste. Je vous informe de quelque chose qui sera étonnant. Ce pasteur, il est souvent invité par des associations d'intégration, entre les guillemets, qui reçoivent de l'argent du canton et il donne chaque fois de la conférence qui cible des femmes et des familles musulmanes, surtout à Aigle, par exemple. Le titre de sa conférence, l'islam est un problème. Et on travaille dans ces associations qui reçoivent de l'argent du bureau cantonal d'intégration pour que les femmes enlèvent les voiles, etc. Tout en sachant que dans ces quartiers à Aigle et Verdun, souvent il y a des problèmes au niveau de violence urbaine, etc. Parce qu'il y a des tentatives et des procès d'attaquer les gens dans leurs intimités. Docteur Ben Yahya, c'est à vous de clôturer. J'aimerais bien vous donner le rendez-vous, Baptiste, pour le prochain atelier avec nous. Vous serez intervenant dans 10 autres colloques, mais atelier qui va être animé seulement par Dr. Baptiste, le travail social comme outil de lutte et prévention contre la radicalisation. Oui, mais je ne sais pas. Pardon, avant de conclure, oui, avant de conclure, je m'excuse, mais juste 2 commentaires par rapport à ce qui a été dit. Donc, vous avez dit, Baptiste, que l'État ou les autorités doivent permettre. Pour moi, c'est mon avis, je serais intéressé aussi de voir le vôtre. Permettre n'est pas en fait suffisant parce que toutes les associations musulmanes, en tout cas que moi je connais, manquent de ressources. Et quelque part, on a aussi besoin, si on veut travailler en partenariat, d'avoir aussi de l'aide de l'État sur certaines choses, que ce soit simplement pour avoir un lieu où on puisse travailler. À Genève, c'est extrêmement compliqué même de trouver une salle pour un seul événement. Alors, vous imaginez pour des projets beaucoup plus ambitieux. Ça, c'est une première chose. Et là, déjà, on est confronté à un problème parce que l'interprétation qu'on a en France, et comme vous l'avez mentionné, Genève a beaucoup tendance à suivre la France, et je pense que l'Europe entière n'est pas loin derrière, c'est que c'est tabou pour que de l'État d'aider en quelque manière que ce soit pour une promotion, quelque chose qui aide dans la religion, dans la croyance ou dans le culte des citoyens. Mais par contre, en même temps, vous avez aussi parlé du wahhabisme. Et là, on constate concrètement quelque chose de très différent. D'ailleurs, il y a un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a été écrit par un ex-ministre israélien. Mais de nouveau, il faut regarder qu'est-ce qu'il écrit et pas quelles sont ses origines, où il parle justement de comment le wahhabisme a pu propager son idéologie partout dans le monde. Et il y a un aspect important, on peut regarder le cas même en Suisse, de grandes institutions qui ont été établies ici avec l'argent qui vient de sources wahhabites. Et donc, et aussi, moi, j'en suis témoin, ayant vécu à Genève toute ma vie, de l'influence que ça a eu sur la communauté en termes d'idéologie. Donc, des gens de notre communauté qui étaient très tolérantes envers le chiisme, je parle maintenant en tant que musulman chiite, d'une génération à l'autre, donc on parle d'une vingtaine d'années, leurs enfants, pour eux, les chiites sont à écarter, et même de célébrer la naissance du prophète est quelque chose qui est interdite dans l'islam, alors que leurs parents venaient à nos rituels chiites qu'on faisait à la maison. Donc voilà, c'est un commentaire
aussi avoir votre avis là-dessus avant de conclure. Merci. Merci beaucoup. Je vais faire très vite parce qu'il y a notre ami Monsieur Ben Yahya qui attend pour répondre. Mais merci pour la remarque intéressante. Premier point, effectivement, l'État se doit de financer ces associations musulmanes aussi parce que quand on voit tout l'argent qui a été développé pour des projets en Suisse contre l'extrémisme violent, et on sous-entend que l'extrémisme violent, c'est surtout lié à l'islam, hein, implicitement dans ces budgets proposés, tellement peu d'organisations musulmanes en ont bénéficié et c'est un problème parce que la réponse vient avant tout d'organisations musulmanes. Pour preuve d'ailleurs, il y a certains services plus ou moins associatifs, mais plus ou moins proches des institutions publiques aussi, qui n'ont pas de ressources humaines, mais ils ont des ressources financières. Et ils engagent des non-musulmans parce qu'ils pensent qu'ils sont plus neutres ou plus objectifs. Par contre, ils me consultaient certaines personnes, bien sûr, je ne vais pas citer les cas, pour pouvoir traduire des versets du Coran. Ils prennent par exemple le Ta'wid, talisman, où est écrit un texte, et ils me disent, est-ce que tu penses qu'il y a un risque de radicalisation sur quelqu'un qui porte cela? Donc on voit bien que la compétence n'est pas du tout disponible, ni la connaissance de l'arabe, ni du Coran, ni de la théologie, mais ils ont les fonds pour travailler. Et ceux-là, ils sont salariés même. Et malheureusement, les associations musulmanes qui peuvent faire un travail beaucoup plus considérable n'ont pas eu accès à cela. Et je pense qu'ici, il faut faire un travail d'advocacy pour pousser l'État à prendre ses responsabilités en main et à financer également des organisations musulmanes comme celles qui sont présentes ici. Deuxième point, malheureusement, concernant l'expansion du wahhabisme et notamment des effets contre le chiisme, et effectivement, c'est quelque chose qu'on remarque dans de nombreux pays, tant dans le monde arabe ou au-delà qu'en Europe, c'est que c'est avant tout l'expansion du wahhabisme qui a poussé, qui a incité les gens à rejeter le chiisme et les chiites ces dernières années. Et cela, malheureusement, on voit une certaine complaisance aussi de l'État par rapport à certains pays financeurs du wahhabisme pour des raisons purement intéressées, économiques, géopolitiques. Et une grande part de la responsabilité du terrorisme, ou sans parler du terrorisme, au moins disons de l'extrémisme violent, a été de pays alliés de l'Occident. D'où le paradoxe. Et ici, on est en pleine géopolitique, mais c'est bien de le rappeler et aussi de faire en sorte que cela cesse et que cela change. Et il y a des discours qui sont inadmissibles, tant sur une base musulmane que sur une base humaine, sociétale, commune. Et c'est un point qu'on aimerait travailler aussi pour garantir cette union ou cette amitié entre sunnites, chiites, ibadi même, qu'on se doit d'avoir en tant que musulmans. Merci beaucoup. C'est l'objectif de la coordination islamique suisse et c'est aussi la finalité de Dr Farhat Afshar, notre président, pendant 40 ans de travail pour l'unité de l'islam. Je ne sais pas, Dr Ben Yahya puis Dr Afshar pour clôturer. Je laisse la parole peut-être, je dis juste un mot avant de donner la parole à Dr Afshar. Il y a tellement de choses à approfondir, mes chers. C'est vrai que cette conférence avec Dr Baudard a éclairé pas mal de zones d'ombre par rapport à la question de la radicalisation, notamment dans les milieux d'incarcération, mais aussi qui est le reflet de la société, tout simplement. Reflet vivant, mouvant. Je rappelle aussi qu'il y a une idée fondamentale dans la thèse, peut-être on n'a pas eu le temps de la mentionner, c'est que tout est mouvant, enfin, tout est en marche, permettez-moi l'emprunt de l'expression d'en marche des Français voisins. Donc, tout est en marche et par conséquent, c'est un travail qui doit prendre en considération les fluctuations sociales, politiques, médiatiques, etc. Mais pour revenir peut-être juste un petit élément sur la question de l'extrémisme dans l'interprétation, d'où l'apport de l'accompagnement, si vous voulez, à la fois social, psychologique et spirituel, la finalité de la spiritualité, à mes yeux, à mon humble avis, permet de dépasser largement ces divisions et ces sectarismes qui sont dans la communauté au sens le plus large
Et d'où le travail et les objectifs, si vous voulez, suprêmes, sacrés, quelque part entre guillemets, du CAIOS, de l'organisation, de la coordination des organisations islamiques suisses dirigées depuis très très longtemps par Dr Afshar, qui a donné quelque part aussi avec les partenaires actuels, donc le directeur de l'AFICA, Dr Dahri et d'autres, et vous-même, Dr Brodar. C'est-à-dire, toute la question aujourd'hui, c'est agir peut-être parce qu'on a pendant des décennies pris la parole, ou peut-être même pas, vous l'avez bien soulevé, on n'a pas pris la parole peut-être très rapidement, la communauté n'a pas été très très réactive, les intellectuels non plus, les penseurs, les professeurs, etc. Nous avons cette responsabilité tous ensemble, et le travail de contre-discours, donc ce contre-discours intellectuel à l'appui que moi j'appelle un travail scripturaire, véritablement scripturaire, qui est le seul de manière vitale à déconstruire, à anéantir, si vous me permettez l'expression, toutes les fallacieuses tentatives mensongères à l'égard de l'islam, à l'égard des musulmans, ou à l'égard de cet héritage universel de par l'histoire de l'islam et de cette sacralité de la révélation de Muhammad alayhi sallam. Donc véritablement, j'en appelle à vous tous et à toutes de vraiment s'unir pour défendre cet objet le plus noble pour l'humanité, pour les Suisses bien sûr, mais en réalité c'est un travail aussi pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour l'humanité. Vraiment c'est un message foncier avant de passer la parole bien sûr au président du CAIOS, Dr Farhad Afshar, en remerciant Dr Brodar pour votre participation, votre temps, vos éclairages, en remerciant le directeur de l'AFICA, en remerciant Dr Dahri et tous les participants. Nous avons aussi ici des écrivains, des professeurs, des étudiants aussi qui sont avec nous, qui suivent cette conférence. Merci infiniment à vous tous. À vous, Président, la parole pour le dernier mot et la conclusion. Juste une petite correction avant de donner la parole à Dr Afshar. Je ne suis pas directeur de l'AFICA, je suis simple membre du conseil de fondation. Je travaille en tant que secrétaire, mais je suis membre fondateur de cette fondation. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Merci. La discussion était très intéressante. Il me reste de vous remercier chaleureusement pour votre réflexion. Merci beaucoup et à bientôt. Bientôt, on vous donne rendez-vous pour le 24 pour un séminaire spécifique sur l'unité de l'islam, l'unité comme outil, mécanisme de lutte contre la radicalisation et sectarisation. Ce sera animé par un grand imam chiite, Cheikh Haïdar Mouhajer, et un grand imam sunnite, Cheikh Al-Akhdari. Puis le 29, avec notre partenaire Kalima Ifika, on reçoit le sociologue féministe islamiste musulmane Malika Hamid, islamiste parce que ça. Et puis le 5 ou le 6 août avec Dr Baptiste aussi sur le travail social, le rôle de travailleur social et intervenant social dans la lutte et prévention contre la radicalisation. Vous pouvez nous suivre sur notre site cri-voixdesvictimes.ch ou coordination-islamique.ch. Vous recevez toutes les informations. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Dr Brodar. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, excusez-moi, vraiment, je voulais juste dire pour les auditeurs et les auditrices que si c'est possible d'avoir accès à mon email pour ceux qui veulent les références. Oui. Parce qu'en fait, dans ma présentation, je parlais de certaines vidéos, certains reportages, mais j'ai toutes les références par écrit. Donc, si vous pouvez transmettre, Inch'Allah, pour ceux qui sont intéressés par voir ces références. Vous pouvez l'annoncer, Baptiste. Votre mail. Oui, je ne trouve pas le chat, mais c'est Baptiste, mon prénom, .brodar@gmail.com.
Oui, Baptiste. vous pouvez nous envoyer, on vous communique l'adresse email de Dr. Voilà, Baptiste. pour les Si vous pouvez références, juste répéter le email quand même, parce que Je ça, vous- ça avait coupé le son. Ah, Quand vous- oui, c'est Baptiste, donc B-A-P-T-I-S-T-E, point, Brodard, B-R-O-D-A-R-D, at gmail.com, pour toutes les références ou informations. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Merci Merci. beaucoup. On vous laisse, Inch'Allah, on vous espère la protection de Dieu. Merci beaucoup. Merci pour votre présence à la prochaine. Merci. Au revoir. Prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.